Un livre de témoignages à ma façon. Il a été achevé, je dois le souligner, il a été achevé et mis à jour en septembre 2014, c'est-à-dire il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, et donc les événements qui ont eu lieu après ne sont pas pris en compte dans ce livre, mais ils sont plus ou moins prévus. Quand je relis les conclusions et les perspectives ouvertes par le livre, au fond je dis que je ne changerai pas un iota de ce que j'avais écrit, par rien qu'elle est venue démentir ce qui était prévisible de mon point de vue, du moins selon l'optique développée dans cet ouvrage. Le Grand Moyen-Orient, pourquoi, et non pas seulement l'Orient arabe, dans ce livre du moins, c'est parce que c'est l'expression des stratèges néoconservateurs américains qui ont créé ce concept de Grand Moyen-Orient, notamment depuis fort longtemps, mais notamment à l'époque de George W. Bush, donc dans les années 2000. C'est là que le concept va prendre toute son extension. Il écrit au dos de l'ouvrage que ce Grand Moyen-Orient est extensible au gré des pulsions américaines, parce qu'évidemment il n'a pas toujours eu cette extension, disons, qui va de la Mauritanie jusqu'à la Chine et jusqu'au point de l'Indonésie, aux confins de l'Australie, et puis du centre de l'Asie, de Moscou pratiquement, jusqu'à l'équateur. Il n'y a pas toujours eu cette extension, mais au gré des pulsions américaines, il a obtenu, à partir du Moyen-Orient historique, on prend le Levant, l'Égypte, et puis peut-être la Turquie, l'Iran, et puis même pas la péninsule arabique, à partir de ce noyau, il s'est étendu dans tous les sens, jusqu'à avoir cette extension en latitude et en longitude. Alors, finalement, le Grand Moyen-Orient, c'est une notion avant tout qui est géopolitique et géostratégique, due aux néoconservateurs américains, mais qui sont le résultat finalement de toute l'histoire de la géopolitique américaine et anglo-saxonne. Au fond, pour les puissances anglo-saxonnes, c'est-à-dire la Grande-Bretagne d'abord, qui a été peut-être le maître du monde à une certaine époque, puis les États-Unis qui l'ont été à une autre, et qui estiment l'être encore, mais en l'étant de moins en moins maintenant. Donc il s'agit des puissances anglo-saxonnes et leurs stratèges et leurs politiciens et leurs théoriciens ont une conception de la géopolitique et de la maîtrise de ce que doit être la maîtrise du monde. Alors, ils ont en commun, c'est que l'Angleterre ni les États-Unis ne sont pas au centre du monde. Le centre du monde pour toute la géopolitique, c'est ce qu'on appelle le Heartland, c'est-à-dire c'est l'espace qui correspond en gros à l'ancienne URSS et la Chine populaire, et maintenant à l'espace russe dans toute sa mouvance, et l'espace chinois, et tous ses contours, ses abords. Donc c'est ça le Heartland qui est le cœur du monde. Et pour les géostratèges, les géopoliticiens, c'est ça ce qui fait au fond l'essentiel du monde. Et donc ça doit être contrôlé. Qui veut contrôler le monde doit contrôler cet espace, disons eurasiatique, l'Eurasie comme on dit. Et l'Eurasie, en fait, pour la contrôler, eh bien, il faut la limiter dans son expansion. Et pour la limiter dans son expansion, il faut remarquer qu'aux alentours, contournant, ceinturant l'Eurasie, eh bien, il y a une ceinture que les géostratèges américains l'appellent quelquefois la ceinture verte musulmane, c'est-à-dire qui ceinture littéralement l'Eurasie. Et le Grand Moyen-Orient, au fond, c'est une mouture, la énième mouture de cette notion de ceinture verte musulmane qui permet, si elle est contrôlée ou dominée, de contenir l'Eurasie et donc de dominer le monde. En fait, d'empêcher l'Eurasie de dominer le monde et de s'étendre sur la planète entière. Alors, pour les États comme les États-Unis qui sont bien loin de cet endroit-là, du centre du monde, pour la Grande-Bretagne qui est quand même très périphérique vis-à-vis du centre du monde, eh bien, finalement, il est important d'avoir cette vision géostratégique et ça explique un peu tout. On dit pourquoi les États-Unis se mêlent-ils au fond des affaires de ce qui se passe au centre de l'Asie et de l'Europe? Eh bien, parce qu'ils veulent dominer le monde, tout simplement. Que dominer l'Amérique, ça ne suffit pas. Ça ne donne pas la maîtrise du monde pour les géostratèges. Alors, au fond, donc le Grand Moyen-Orient, c'est ça, celui de George Bush, et la tempête, elle porte bien sur le Grand Moyen-Orient, et non pas seulement sur l'Orient arabe. Elle s'étend en Afrique, y compris non seulement dans l'Afrique arabe, mais également dans l'Afrique dite subsaharienne, et puis dans la péninsule arabique, et puis en Asie centrale, même ça touche une partie de la Russie, voire de la Chine, toute l'ancienne Union soviétique, les républiques musulmanes, et donc c'est tout ça le Grand Moyen-Orient. Alors ce monde ce qu'on appelle communément le monde arabo-musulman et tous ses abords, détient effectivement une position stratégique aux confins de l'Eurasie, donc et une richesse en gaz et en pétrole et une richesse globale qui est impressionnante. Un potentiel de puissance considérable et constitue un enjeu majeur. Et on peut estimer, c'est du moins ce qu'estiment, je pense, les géostratèges et beaucoup de monde, que du devenir de ce Grand Moyen-Orient, cette ceinture verte musulmane, dépend en bonne partie la physionomie de notre monde de demain,
savoir, dans l'époque actuelle, le conflit, on voit bien entre l'Eurasie, finalement, c'est-à-dire le noyau des BRICS, la Chine et la Russie, et puis l'Empire Atlantique, on l'appellera comme ça parce qu'il couvre les deux rives de l'Atlantique, l'Amérique et l'Europe, et bien que le conflit, il porte finalement, il a comme enjeu, comme théâtre, comme symbole finalement, la ceinture verte musulmane, le grand Moyen-Orient, qu'il s'agit de dominer. Alors pour dominer, et on voit bien que la nature de l'issue de l'affrontement qui a lieu maintenant entre ces deux blocs au sujet du monde arabo-musulman, ça détermine non seulement le destin du monde arabo-musulman, mais aussi le destin donc de la planète. Alors, en réalité, pourquoi ceux qui veulent interdire toute compréhension des faits, il y en a beaucoup de gens qui veulent interdire toute compréhension des faits, eh bien ils s'appliquent, comme je dis toujours, à saucissonner les problèmes, c'est-à-dire à ne voir que des crises isolées. Il y a la crise de Libye, il y a la crise du Mali, la crise de Côte d'Ivoire, la guerre d'Irak, la guerre d'Afghanistan, il y a la guerre de Syrie maintenant, il y a la guerre du Yémen, et puis après, paf, il y a des clignotants qui s'allument comme ça, mais au fond, sans mettre jamais de lien entre tout ça. Sinon, une espèce de lien, on ne sait pas trop, mais c'est pas un lien logique, on ne voit pas très bien pourquoi. Et pourquoi il y aurait, et quand on dit c'est l'Amérique et l'Empire Atlantique et l'Empire américain qui est derrière tout ça, on dit mais pourquoi diable s'intéresse-t-il à ça? Je l'ai entendu même d'Américains de bonne foi dire mais on ne comprend pas très bien pourquoi moi je m'en fiche de ce qui se passe au Yémen, de ce qui se passe en Syrie, c'est pas mon problème de dominer ces régions du monde. Ben, je dis oui, vous pas, mais vos dirigeants si, c'est parce que justement ce sont des stratèges et eux veulent dominer le monde. C'est peut-être farfelu, mais c'est pas si farfelu que ça, c'est une pulsion profonde de tous les dirigeants, notamment ceux des grandes puissances, et notamment ceux de l'Occident, qui a été habitué quand même, depuis 4 ou 5 siècles, à dominer la planète à partir de, je dirais, de la découverte de l'Amérique et du phénomène ensuite de colonisation. C'est quand même un vieil atavisme de l'Occident à dominer le monde, et on ne traverse pas impunément une période de 4 ou 5 siècles comme dominateur du monde, ça laisse des traces, même au XXIe siècle, quand le monde est en train de changer précisément. Alors, il convient donc de replacer en fait tous les événements qui agitent le monde, c'est ce que je me suis efforcé de faire dans ce bouquin, de les mettre dans leur contexte. Ces événements qui agitent le monde, ces politiques, ces diplomates, ces militaires, ces intellectuels, ces médias et ces opinions publiques, dans leur contexte global, dans leur cadre historique, dans leur cadre géographique et dans leur cadre géopolitique, de manière à offrir une grille de lecture plausible. Il faut que la grille de lecture soit plausible. Une grille de lecture, elle peut être discutable, mais elle doit être plausible, c'est-à-dire notamment ne pas comporter d'erreurs grossières, avoir une certaine logique intrinsèque et interne, ne pas comporter et puis surtout bien rendre compte des événements et de la suite des événements. Je crois que c'est ce que je me suis efforcé de faire dans ce livre. Tous les acteurs du théâtre que j'ai mentionné trouvent leur place dans ce bouquin, dans La tempête sur le Grand Moyen-Orient. J'ai consacré en fait quand même 2 chapitres entiers sur 14 à la Syrie, intitulé Les guerres de Syrie, et puis l'autre, la Syrie dans la tourmente ou la descente aux enfers, je crois, ou plutôt dans cet ordre-là, la descente aux enfers et les guerres de Syrie. Donc 2 chapitres sur 14, c'est considérable, d'autant plus qu'il y a beaucoup de références au conflit syrien et à la guerre de Syrie dans les autres chapitres, y compris dans la conclusion, puisque ça me semble être l'épicentre, le centre de gravité, et ça me semble être de tout ce conflit, et ça me semble être devenu l'enjeu emblématique, au fond, de tout ce conflit. Alors, finalement, si j'ai consacré donc à la Syrie tout cet espace du livre, c'est qu'elle cristallise donc tous les aspects de l'enjeu global mentionné ci-dessus, le devenir de notre monde à tous. À savoir, et quel sera son devenir? Est-ce que ça sera un monde respectueux, multipolaire, respectueux de la légalité internationale, ou bien un monde unipolaire comme il l'a été depuis la chute de l'Union soviétique, c'est-à-dire au gré de l'Amérique et des pulsions américaines et de ses alliés? Alors, il est à noter qu'en fait le théâtre d'opération est le monde arabo-musulman, mais aussi tous ses abords d'Asie, d'Afrique, d'Europe. En Asie, ça comporte l'Asie centrale, musulmane, mais également des parties de la Russie, des parties d'Europe, comme l'Ukraine, le conflit ukrainien, au fond fait partie du théâtre d'opération, puisqu'il n'y aurait pas eu de guerre d'Ukraine et de crise d'Ukraine s'il n'y avait pas eu de crise de Syrie. Il est clair que s'il y a un lien direct. Il intéresse les abords africains. Des crises comme le Mali ne sont pas des crises séparées, comme on feint de le croire ici, dans une vision coloniale des affaires, c'est-à-dire qu'il y a l'Afrique subsaharienne, l'Afrique arabe et puis le Moyen-Orient, et tout ça, ce sont des problèmes séparés, et qu'au fond le précaré français, ou l'ex-précaré français, ne doit intéresser personne, que c'est des problèmes
bien spécifique et qu'il y a la France qui peut savoir, d'où il n'y a que la France qui peut intervenir. C'est pas comme ça, il y a bien évidemment une liaison, il n'y a pas de frontière entre les pays arabes d'Afrique du Nord et puis les pays d'Afrique subsaharienne. Le Sahara n'est pas une barrière, c'est une zone de contact au contraire, et avec un mélange de population, c'est là où le monde arabe finalement se fond dans le monde africain subsaharien, et qui est un monde qui est souvent musulman ou en voie d'islamisation, et donc finalement il y a bien une unité. Et quant à la péninsule arabique, bien évidemment, elle en fait partie, puisqu'elle est à l'épice, elle est aussi le centre de tout le financement, de la mobilisation, de l'appui qui est donné à l'Occident de cette entreprise de déconstruction. Alors, toutes nos sociétés, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident, de l'Est ou de l'Ouest, du Nord ou du Sud, sont donc concernées. Et beaucoup de dirigeants ne s'en rendent pas compte, ou plutôt, je crois qu'ils font semblant de ne pas s'en rendre compte, ou bien qu'ils ne veulent pas s'en rendre compte, ce qui revient un peu au même. Alors, nous vivons actuellement un épisode crucial, je pense, qui l'engage, c'est-à-dire c'est les printemps arabes et la fin des printemps, enfin pas la fin des printemps arabes, c'est au bout de presque 5 ans de printemps arabe, de révolution arabe, comme on dit, mais je mets les guillemets, et beaucoup de guillemets, même 2, 4, 5, 6 paires, autant que vous voulez. C'est un épisode crucial. Il engage bien sûr ce qui se passe en Syrie actuellement, et dans les environs, engage bien sûr le destin de la Syrie, et puis de l'Irak et du Yémen, mais il engage le destin des Arabes, bien évidemment, dans leur ensemble, engage l'avenir des musulmans, dans leur ensemble aussi, mais également, j'en suis convaincu, donc l'avenir du monde. Alors, en réalité, l'ordre qui existe actuellement est mis en question, on a dit, par cet affrontement entre les BRICS, donc le Brésil, donc la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud, et puis le monde atlantique, et donc autour d'un enjeu, le monde arabo-musulman. Alors, je crois que toute cette, finalement, il y a bien sûr une vision politique, mais il ne faudrait pas croire que les pays arabo-musulmans sont seulement un instrument, une espèce de marionnette aux mains des Occidentaux. Ils ont, évidemment, l'entreprise occidentale de déstabilisation du monde arabo-musulman n'existerait pas, ou n'aurait jamais pris une telle ampleur si elle ne trouvait pas beaucoup de complices et beaucoup d'alliés objectifs ou de facto, des alliés objectifs. Alors, je crois que, finalement, il y a, derrière tout ça, il y a un plan stratégique de déstabilisation. J'ai parlé de tous les stratèges néoconservateurs, mais évidemment, c'est en même temps le plan de déstabilisation d'Israël. C'est ça, je le dis nettement. C'est-à-dire que, parallèlement au plan de déstabilisation, il y a tous les documents qui ont été écrits et toutes les cartes qui ont été publiées de démantèlement du monde arabe, du monde musulman et d'organisation de ce monde, notamment son éclatement en entités, en mini-entités à base confessionnelle ou ethnique. Il y a également un plan qui est parallèle, qui est le plan Oded Yinon, publié en 1982, qui est un diplomate israélien, un chercheur israélien, et dont la carte est finalement très très frappante. Elle prévoit comment les Israéliens peuvent imaginer, à leur guise, la photographie ou la nouvelle carte du monde arabo-musulman. Et c'est très instructif, puisque la Syrie apparaît découpée en 4 ou 5, l'Irak en 3 ou 4, l'Égypte en 2 ou 3, et tous les pays de la région. Mais seulement on a des surprises, parce qu'on voit que, par exemple, le Soudan apparaît évidemment divisé en 2, et plus si affinité. Et on voit qu'il y a déjà la Libye, on voit que tout ceci a été réalisé en partie. Alors, effectivement, il y a certains des promoteurs de cette entreprise de déconstruction, parmi les alliés de l'Occident, qui sont, pour ne pas les nommer, les principaux, donc les régimes islamistes radicaux, c'est-à-dire la Turquie, des frères musulmans, qui est gouverné par un pays qui est issu de la mouvance des frères musulmans, et qui a une politique quand même extrêmement, très très extrémiste sur la Syrie, une politique de pillage, de destruction et de mort et d'envahissement. Et puis il y a l'Arabie Saoudite, bien évidemment, le wahhabisme, il y a le Qatar, le wahhabisme aussi, ces deux monarchies wahhabites qui se disputent finalement le wahhabisme comme des chiffonniers à un bout de tapis, mais néanmoins, quand même, elles sont bien issues de la même école. Et puis tous les autres pays, les pétromonarchies, les monarchies globalement, qui ont pris possession du monde arabe. Alors, je crois que dans toute cette... Il y a Israël qui est omniprésent, parce qu'il regarde ça, pour lui le monde arabe c'est un monde qui doit être dépecé, et donc, mais on voit que les promoteurs de cette entreprise de déconstruction du côté oriental, je dirais du côté islamiste, s'ils savaient lire les cartes, s'ils savaient lire tout court parfois, dirais-je par exemple pour tel ou tel monarque, pétromonarque, s'ils savaient lire et regarder une carte, ils auraient des surprises, qu'ils se méfieraient peut-être. Parce que sur le plan, la carte d'Oded Yinon, par exemple, de ce diplomate israélien de 1982, c'est vieux, ou bien sur les cartes des néoconservateurs américains, tout ce qui est publié ici et là, on voit que l'Arabie Saoudite est divisée en 5,
donc elles ne sont pas du tout indemnes, mais maîtresses du terrain. Elle est divisée en 4 ou 5 avec des lieux saints pontificaux, en quelque sorte, autour de la Mecque et de Médine, et puis un État chiite, un État sunnite, un État je sais plus quoi, un État je sais plus quoi. Il y a des parties du pays qui partent au Yémen, d'autres qui partent à l'Irak, à la Jordanie, et à tous les plus offrants. De même, la Turquie, Erdogan, qui joue au malin, serait bien surpris de voir, s'il daignait regarder ce genre de carte, que son pays, finalement, se trouve amoché au moins du tiers de son territoire, qui est bien évidemment, et peut-être plus, mais au moins le tiers du territoire, qui correspondrait à un grand Kurdistan, dont l'essentiel, rappelons-le, ne se trouve pas en Syrie, certainement pas, peut-être un peu plus en Irak, mais surtout en Turquie. C'est là le corps de bataille, disons, du Kurdistan, c'est en Turquie. Et Erdogan a joué avec le feu, donc, mais son pays est visé également, même s'il ne s'en rend pas compte. Alors, je pense que dans toutes ces considérations stratégiques, oui, le monde a la ceinture arabe, la ceinture arabo-musulmane, la ceinture verte musulmane, au fond, si l'Occident veut la dominer, les maîtres du monde en puissance déjà existants, il y a deux solutions. Ou bien il s'agit dans cette ceinture verte qui est immense et très peuplée, eh bien, il comporte, je ne sais pas combien, il y a 1,750 milliard de musulmans en 2015, il y a 380 millions d'Arabes, voire plus, donc d'habitants des pays arabes, donc ça fait beaucoup de monde. Et donc, pour contrôler cette ceinture, il faut y trouver des alliés, des États qui soient des alliés puissants, mais des alliés fidèles, voire des alliés complaisants. Ça a été le cas, par exemple, au cœur du Grand Moyen-Orient, ça a été le cas de la Turquie, qui entre à l'OTAN, qui n'est plus l'Empire ottoman, du moins dans les années de l'après-guerre, et qui rentre à l'OTAN dès la création de l'OTAN, qui va être un allié fidèle jusqu'à maintenant des États-Unis, malgré le blablabla qu'on peut entendre. Il y aura également l'Iran, au temps du Shah, jusqu'en 1978, qui va être un allié fidèle, le gendarme des États-Unis dans la région. Il y aura l'Irak, avant Saddam Hussein, finalement, l'Irak des monarchies. Il y aura toutes les monarchies arabes, globalement, l'Égypte avant Nasser, et ainsi de suite. L'Arabie Saoudite, n'en parlons pas, depuis 1945, avec le pacte du Quincy, disons, c'est devenu un allié très très fidèle, donc, dont les États-Unis essaient peut-être de se dégager de l'emprise, mais enfin qui est un allié. Et ne parlons pas encore d'un autre allié fidèle et une base indéfectible, qui est Israël depuis 1948. Avec des liaisons presque mystiques, et je dirais messianiques, entre le sionisme tel qu'il a été développé, et puis une certaine école calviniste américaine qui a donné lieu aux sionistes et chrétiens sionistes, qui forment une symbiose entre le judaïsme et le protestantisme, et qui donne cette espèce d'alliance qui n'est pas contre nature, mais au contraire qui est bien dans la nature des choses, dans la nature religieuse. Pour ma part, je n'ai pas une vision religieuse des conflits, j'ai une vision profane des conflits. Je pense que la religion et les religions pour lesquels j'ai le plus grand respect, qu'il s'agisse de l'islam, du christianisme ou du judaïsme, j'ai un profond respect pour toutes les religions, et certainement aucun mépris, et j'insiste dessus. Et pour moi, l'islam est une religion qui est une, il n'y a pas deux religions, une sunnite, une chiite, avec plein de sectes. Il y a un islam avec des interprétations diverses dans son développement historique. Mais disons, je pense que l'islam, y compris le sunnisme et le chiisme, sont brandis à des fins géopolitiques. Et au fond, les conflits qui ébranlent le monde actuellement, y compris le monde arabo-musulman, ce sont des conflits donc géopolitiques qui servent des ambitions. L'ambition des Occidentaux d'une part, et l'ambition des régimes islamistes d'autre part, qui veulent, eux, qu'il y ait seulement un monde sunnite, qui soit dégagé donc de toutes les minorités musulmanes donc, qui ne sont pas sunnites, de toutes les minorités chrétiennes qui ne sont pas musulmanes, et puis, en même temps, qui doit répondre à la doctrine wahhabite ou à la doctrine des frères musulmans, qui ont d'ailleurs un socle commun. Par conséquent, ça sont également des ennemis, si on veut, la majorité des sunnites, des sunnites musulmans, des musulmans sunnites, qui fournissent d'ailleurs le plus grand cortège de victimes à tous les événements que l'on voit se dérouler actuellement. Alors, tout ça, finalement, c'est ce que je décris dans ce livre. Et au fond, on peut voir que le contexte international a pris un tour nouveau et toutes ces visions stratégiques après la chute de l'Union soviétique de 1989, la chute du mur de Berlin, jusqu'à 1991, la dissolution aux alentours de Noël de l'Union soviétique et du bloc socialiste finalement. Et là, à ce moment-là, c'est à la fin de la guerre froide, il n'y a plus deux blocs qui se disputent la maîtrise du monde, il n'y a plus de bloc eurasiatique et de bloc atlantique, il n'y a plus qu'un bloc atlantique, puisque l'URSS et
perd son statut de superpuissance, elle est tétanisée et traumatisée, elle va être réduite à son noyau, je dirais, russe. Ça va être grâce à Gorbatchev qui prépare ses conférences et s'est fait tromper dans les grandes largeurs. Donc elle va jusqu'à Poutine, elle va être réduite, humiliée et amoindrie et rendue, disons, à moins que rien. La Chine, elle, va être également traumatisée par l'échec du communisme et elle va faire attention de ne pas recommencer l'erreur des soviétiques, donc elle va se consacrer à son développement économique et être bien tranquille. Autrement dit, pendant une vingtaine d'années, de 1991 à 2000, mettons presque à 2011, je dirais, bon, eh bien la Chine et la Russie ne vont pas faire une réelle opposition à toutes les visées américaines et occidentales et atlantistes. Elles voteront toutes les résolutions du Conseil de sécurité et essaieront de se joindre ou de passer inaperçues face à la communauté internationale, cette notion qui naît en 1991. La communauté internationale, c'est 3 ou 4 États, c'est les États-Unis et leurs alliés, et qui s'assimilent à la communauté internationale. Et seul contre ça. Le reste, au fond, ce sont des espèces de banlieues sauvages, peuplées d'États voyous. Ça va être un concept qui va être créé par les stratèges américains. Et puis entre les banlieues sauvages et le centre riche et civilisé de l'Occident, eh bien, il y a une espèce de zone grise, de non-dit, une espèce de zone, comme la zone des fortifications jadis à Paris, qui était une zone peu recommandable, où s'ébattaient des tas de gens un peu louches. Et bien là, vont s'ébattre, ça va être tout l'ex-espace communiste, la Russie, la Chine, les non-alignés, au fond, des anciens pays colonisés, tout ça, quand ils n'adhèrent pas, ils ne sont pas vraiment considérés comme des États voyous, mais peu s'en faut. Et s'ils, au fond, ils n'acceptent pas vraiment de rentrer dans l'orbite de l'Occident, ils vont être plus ou moins traités, quand l'occasion se présente, comme des États voyous, comme on peut le voir de la Russie de Poutine. Même la Russie restaurée est redevenue une très grande puissance. Alors, voilà. Donc cette période va durer 20 ans, marquée par, au fond, les États-Unis partent à la conquête du monde. Ils ne sentent plus leur puissance. Au début, il y a des gens qui disent non, ils ne vont pas céder à la tentation impériale, mais ils vont y céder, effectivement, et multiplier les entreprises de déstabilisation. Le Soudan va être l'une des premières victimes, même avec un régime à l'orientation islamique. L'Irak va être la première victime aussi dans les années 90, puis après il va y avoir l'Afghanistan, la Somalie, il va y avoir l'Irak bien évidemment que j'ai déjà mentionné, et puis d'autres pays. Et au fur et à mesure, il va y avoir l'ex-Yougoslavie, qui sont les abords au fond du Grand Moyen-Orient, si on veut bien dire, mais qui sont les confins de l'ex-espace russe et slave, soviétique, l'ex-Yougoslavie qui va être démantelée, ça va être le terrain d'essai de toute entreprise de déstabilisation dans toute la décennie 90. Et puis, il va y avoir des après des révolutions colorées, la deuxième invasion de l'Irak, et puis finalement, on va s'attaquer, disons, progressivement, on va s'approcher par le biais d'une liste d'États voyous qui inclut par exemple la Libye, la Syrie, le Liban, l'Iran va être visé, et ainsi de suite. Ça va être la liste des États voyous, et qui sont soutenus souvent par la méchante Russie et par la vilaine Chine, et par ses vilains alliés, les vilains BRICS. Alors donc, le paysage international va être simplifié à l'extrême. La communauté internationale, et donc les États-Unis, la France, l'Angleterre, qui sont trois membres permanents du Conseil de sécurité, puis quelques comparses, comme l'Allemagne, qui est comme un comparse de taille, l'Union européenne, disons, qui suivent, Commonwealth, il y a tout un banc et un arrière-banc de la communauté internationale qui est intéressant, le FMI, les Nations Unies, les ONG, les églises, tout ça, ça contribue à donner des clients et une espèce de ceinture de sécurité, d'accompagnement à la communauté internationale. Et qui vont s'efforcer d'attirer la Russie et la Chine, de les neutraliser, de les humilier, mais de les coincer dans leur espace de façon à ce qu'ils n'embêtent plus. Alors donc, finalement, ça va durer. Le premier sursaut va être en 2008, la Russie de Poutine face à la crise géorgienne, où il y avait un coup d'arrêt. Il va y avoir les révolutions dites de couleur en Iran, il va y avoir mais aussi en Ukraine, en Géorgie. Bon, et finalement, il va y avoir un coup d'arrêt avec Poutine, quand il prend les rênes de la Russie. Et en 2011, il y aura le point les printemps arabes commencent. Les printemps arabes, ils commencent, donc tous les pays arabes, plus ou moins, ceux qui sont connus, ceux qui sont moins connus, vont être victimes d'une tentative de déstabilisation. Mais cette tentative de déstabilisation dite des révolutions arabes, à mon point de vue, n'est pas la seule entreprise de déstabilisation, mais n'est qu'un épisode, finalement, de toute cette opération. Peut-être l'épisode le plus cohérent, le plus compact, mais ça n'est qu'un épisode entre autres. Il fait suite à tout ce qui s'est passé de 1990 jusqu'à 2010.
mais pendant 20 ans. Mais en 2011, c'est une continuation, et là, ça paraît un épisode compact qui est souvent présenté comme sorti du néant. Pourquoi? Puisque tous ces gens, tout à coup, des pays, ils veulent la démocratie, les droits de l'homme, etc., et que c'est ça la motivation. En réalité, de mon point de vue, il n'en est rien. Alors effectivement, il y a un terrain fertile dans beaucoup de pays arabes, je ne le conteste pas, un terrain très très fertile à toutes les revendications, notamment de démocratie, de droits de l'homme, fin de l'arbitraire, de la corruption, parfois de la répression, parfois disons de l'oppression. Je ne sais pas, c'est pas toujours aussi caricatural qu'on le décrit, mais il y a bien un fond qui va donner des troupes. Mais pour qu'un mouvement, on sait bien, comme on voit la France, il y a bien des motifs de mécontentement aussi, et beaucoup, ne serait-ce que le chômage, et puis la perte des libertés, et ainsi de suite. Mais pour lancer un mouvement, il faut que ça soit bien organisé, qu'on le veuille. La volonté, elle ne va pas forcément venir des pays arabes, ni des pays musulmans, elle va venir de l'extérieur, c'est-à-dire notamment des États-Unis, qui ont tout un appareil de production industrielle de la démocratie, qui va avec des ONG, des fondations, avec un tas des services secrets, des services spéciaux, les églises, il y a toute une armée de production de la démocratie qui va former par milliers, peut-être dizaines de milliers, des cyber-résistants qui, dans tous les pays arabes concernés par les révolutions et les printemps, y compris la Tunisie, l'Égypte, la Libye, la Syrie, mais aussi tous, et puis l'Ukraine, et puis il va y avoir tous, et ceux de Yougoslavie, qui vont être formés à créer des révolutions, à créer des aspirations démocratiques, à instrumentaliser les aspirations démocratiques et à les transformer en mouvements pour renverser des régimes qui ne plaisent définitivement pas à l'Occident, puisque c'est ça le point commun de tous les régimes qui sont attaqués et fruits et cibles de la déstabilisation. On notera, on dira, mais alors l'Égypte, la Tunisie, les cyber-résistants aussi, ils ont été formés à l'Occident. Il y a bien eu un printemps de Tunis, alors au début ça tombe un peu sur le monde, il y a bien eu un mouvement qui va aboutir au renversement de Ben Ali. Je ne sais pas si c'est un tyran sanglant ou c'est sûrement un dictateur, un type autoritaire. Il est commissaire de police, il gère son pays comme un commissariat de police, bon c'est clair, mais bon c'est peut-être pas exactement non plus l'enfer de répression qu'on décrit, je n'en sais rien. Il y a des côtés modernes qui vont séduire les femmes, pas seulement le tourisme, la francophonie et puis les hibiscus en fleurs, mais il y a également l'émancipation des femmes, il y a un certain modernisme, une ouverture sur l'étranger, au fond, qui n'est pas antipathique. Bon, de même, la Libye n'est pas forcément la prison à l'air libre que l'on dépeint, c'est pas Gaza. La Libye, par exemple, a le niveau de vie le plus élevé du continent africain quand on va s'attaquer à Kadhafi. De même, du point de vue des standards des droits de l'homme et des droits humains et du développement humain des Nations Unies, elle est au numéro 1 sur le continent africain, au numéro 2 dans le monde arabe. Le revenu a été multiplié par je ne sais combien, grâce à la politique de Kadhafi, au revenu pétrolier, mais à la politique de redistribution. C'est moins injuste qu'ailleurs, la redistribution, c'est moins injuste qu'en Arabie Saoudite, par exemple. Et la Libye, pour les pays environnants, c'est pas seulement un enfer, c'est aussi un petit paradis quelquefois, où on vient faire ses courses, on vient se faire soigner, où on vient faire ceci, faire cela. Bon, maintenant, on a vu comment on va traiter la Libye en 2011, sous prétexte Kadhafi est un massacreur et un bombardeur, et donc pour l'empêcher de bombarder et de massacrer, on va se débrouiller pour obtenir une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 1973, qui va être votée parce qu'on va convaincre la Russie et la Chine que c'est seulement pour protéger les populations contre un possible massacre, et dès que la résolution est votée, dès le lendemain, on commence à bombarder, et on s'aperçoit, la Russie et la Chine y compris, vont s'apercevoir que c'est l'OTAN qui est à l'œuvre, il n'en a jamais été question avant, et que finalement il ne s'agit pas du tout de protéger les populations, d'y amener la démocratie, parce qu'on a fait le coup déjà dans pas mal d'États, et on a bien vu le résultat, il n'y a jamais eu de démocratie ni de droit d'homme, ni en Afghanistan, ni en Irak, ni nulle part, mais que par exemple quand il s'agit de la Libye, eh bien, qu'il s'agit de renverser Kadhafi et de casser l'État libyen et de le réduire au chaos, de le transformer en entité. Je vois si c'est ethnique, mais là ça va être des entités tribales par exemple. Et la Libye, pour ceux qui aiment la Libye, il y en a 3 ou 4 ou 5 maintenant, ils sont contents. Bon, on ne parle plus de la Libye, d'ailleurs en Occident, personne, je me rappelle Juppé qui se félicitait, nous sommes fiers de ce que nous avons fait en Libye et du bilan de la France, il ne s'en félicite plus maintenant, il a même avoué en aparté qu'il regrettait, qu'il s'était trompé. Ah oui, il est tard, mais il n'y a plus de Libye, ou plutôt il y en a 2 ou 3, il y en a 3 ou 4 de trop. Bon. Et ainsi de suite, de même, l'expérience va être recommencée en Syrie. Seulement en Syrie, qu'est-ce qui va, l'expérience va coincer,
puisque lorsque on va vouloir entreprendre la même... Alors, l'entreprise de Libye, c'est pas seulement l'OTAN, c'est les révolutionnaires, entre guillemets, libyens, qui courent de dune en dune, avec une stratégie proprement incompréhensible, qui recule de 50 km avant d'avancer de 60 et vice-versa, et on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent, d'où ils sautent, d'où ils sortent, ce qu'ils veulent, etc. Mais ce qu'on voit, c'est que ça fait le chaos et le désordre. Le résultat va être celui-ci. Donc avec des milices, des conseils révolutionnaires, il y en avait des centaines, il y en a toujours des centaines, disons en Libye. La Libye, c'est le chaos, the chaos qui est voulu. Alors évidemment, l'opération de Libye a été pas seulement menée par l'Occident, elle a été soutenue par les pays que j'ai mentionnés. Déjà la Ligue arabe qui va faire l'objet d'une OPA par les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar et tous les pays pétroliers, les monarchies de façon générale, y compris la Jordanie et le Maroc. Et puis la Turquie, qu'on va inviter aux réunions de la Ligue arabe pour montrer que ce n'est plus la Ligue arabe, que c'est une islamisation de la Ligue arabe. Bon. Et donc les Émirats vont même envoyer des avions, les Qatar probablement une Jeep et une camionnette, et puis beaucoup d'argent, des millions et des milliards de dollars. Bon, c'est des sommes fabuleuses. Puis après ils vont recommencer l'expérience en Syrie. Alors en Syrie ça ne marchera plus, il y aura un coup d'arrêt. À la première tentative de faire une résolution pour une intervention humanitaire, la Russie et la Chine, comme prévu, comme ils l'ont dit immédiatement en mars, eh bien, la Russie et la Chine vont dire non, il n'y en aura plus. Il y aura donc un double veto, il y aura 4 doubles veto russo-chinois, ce qui est une grande première, qui n'a jamais existé, cette unanimité, même au temps du communisme. Disons un double veto russo-chinois pour s'opposer aux entreprises occidentales et empêcher la chute du gouvernement et du président Bachar el-Assad. Alors, voilà. Donc l'entreprise de déstabilisation, entreprise par l'Empire atlantique, donc a eu je peux identifier les acteurs. Donc d'un côté, il y a le bloc atlantiste et puis ses alliés que j'ai déjà mentionnés, avec Israël en sous-main. De l'autre côté, et puis ces alliés locaux, moi je dirais, appelons ça les tekfiristes plutôt que les islamistes, parce que l'islamisme est un courant politique, l'islamisme extrémiste, bon, c'est déjà moins politique, c'est plus violent. Appelons ça les tekfiristes, comme ça exclut un peu, disons, tous ceux qui ne sont pas concernés. Les tekfiristes, c'est tous ceux qui considèrent que l'islam, ça n'est que leur conception de l'islam, les wahhabites, les salafistes, les frères musulmans, et qui excommunient en quelque sorte tous les autres musulmans, et à plus forte raison les non-musulmans. Bon, donc appelons les tekfiristes, donc leur soutien arabe, et la Turquie. Et puis ensuite, bon, les forces locales, évidemment, les frères musulmans, souvent, qui vont servir de fer de lance à toutes les révolutions arabes, notamment en Libye et puis ensuite en Syrie. Très vite, ils vont prendre le contrôle de l'opposition armée quand l'opposition soi-disant pacifique, au bout de 8 jours, se transforme en opposition armée, bon, avec des cyber-résistants, etc., des gens qui tirent sur la police et sur les manifestants pour faire équitable. En fait, c'est pour allumer la situation. Et donc, finalement, et au bout de ça, il y aura donc cette opération qui va se passer. Alors, les puissances occidentales, et finalement, Israël qui ne cache même pas son jeu, puisqu'il va se vanter de soigner les blessés du front El-Nosra. Alors, pourquoi une telle coalition? C'est facile, ça paraît contre nature, ça n'est pas contre nature. Parce que, finalement, du côté des takfiristes, djihadistes et des terroristes, finalement, des islamistes radicaux, finalement, il s'agit de déconstruire le monde arabe et le monde arabo-musulman, qui ne leur plaît pas. C'est un monde impie. Il y a plein de régimes nationalistes, de régimes laïques, de régimes séculiers, des régimes qui sont rebelles, et puis il y a des nations historiques, là, donc, qui ont une identité un peu pré-islamique, comme l'Égypte, par exemple, j'en cite que quelques-unes, et je ne suis pas exhaustif, la Syrie, par exemple, l'Irak, etc., et quelques autres, le Yémen, peut-être, bon, et puis d'autres dans le monde arabe. Et puis des régimes qui résistent, des régimes rebelles, puis des identités qu'il s'agit de briser. Des régimes même avec coexistence religieuse, comme la Syrie par exemple, ou même l'Égypte, ou le Liban, qu'il s'agit de casser cette convivialité. C'est insupportable. Et pour les tekfiristes, il faut casser tout ce bel ensemble, et puis en faire finalement une espèce de bouillie d'entités ethniques et confessionnelles, de mini-entités, et pour établir dessus un califat islamique. Donc il faut briser tout ça. C'est finalement l'objectif et le moyen stratégique utilisé par les islamistes. Pour l'Occident, c'est la même chose. Il faut détruire ce monde arabo-musulman dans la mesure où on n'y a plus de puissance amie. Donc il faut le détruire et le diviser en mini-entités ethniques et confessionnelles. Donc il y a une convergence d'intérêts, de stratégies,
et finalement il y aura une convergence de moyens entre ces deux entités, une collusion qui va apparaître au grand jour, qui existe déjà avant entre les États-Unis et tous les révolutionnaires arabes, mais qui va apparaître au grand jour en Libye, avec l'OTAN et la collusion des révolutionnaires libyens et des soutiens de la Ligue arabe, par exemple, et de la Turquie. Et puis après en Égypte, et puis après en Syrie, tout à fait, à ciel ouvert, hein, si je puis dire, puis après au Yémen, et le conflit est devenu ce que l'on sait. Alors, je vais peut-être vaguement m'arrêter de ce côté-là. Donc, finalement, en Syrie, la crise va être un peu caricaturale, mais parce qu'elle, pas caricaturale, elle va être emblématique parce qu'elle dure longtemps. L'affaire n'est pas réglée et pliée comme l'escomptent les Occidentaux et les islamistes, la Turquie, les Saoudiens, les Qataris et autres, mais la Syrie va résister. Parce que c'est une vieille nation, un État-nation en quelque sorte, qui a une tradition, bien qu'il ait été sérieusement amoché par le mandat, disons en perdant le tiers de son territoire, un tiers bien tassé, et une partie de sa population. Il a perdu le Liban, il a perdu la Palestine, il a perdu le Sandjak d'Alexandrie au profit de la Turquie, une bande de terrain au profit de la Turquie, il a perdu la Jordanie, etc. La grande Syrie, y compris du sultanat, du califat ottoman, disparaît de la Syrie moderne, avec d'autres États qu'on s'efforce d'opposer à la Syrie, de présenter comme un pays étranger. Mais donc au début, en Syrie, il va y avoir, la Syrie d'abord est sur la liste des États voyous à partir des années 90, elle l'est encore plus à partir de 2002-2003, c'est-à-dire après les événements du 11 septembre, il s'agit de présenter la Syrie comme un État terroriste, et un État qui viole la légalité internationale en intervenant au Liban. Alors, disons, après il va y avoir le Syrian Accountability Act qui est voté par le Congrès américain en 2004-2005, quelque chose comme ça, et donc il y a une déclaration de guerre à la Syrie, et dès lors la Syrie est dans le collimateur, et on va utiliser le Liban et l'assassinat de Hariri pour la mettre sur le pilori, disons, et essayer de faire chuter Bachar el-Assad, considéré comme un jeune ophtalmo qui n'a pas de sens politique et qui n'est pas aussi fort que son papa. Manque de chance, ça ne va pas se passer comme ça, et donc en 2011, la Syrie est rattrapée par les printemps arabes, les cyber-résistants, les islamistes et l'Occident. Et avec un acharnement particulier parce qu'elle va résister. Ça ne va pas durer 3 semaines. Au bout de 4 ans et demi et presque 5 ans, eh bien la Syrie résiste toujours. Alors il est vrai qu'il y a quelque chose qui a réussi. L'entreprise de démolition et de destruction a réussi en partie. La Syrie est détruite à 60%, ses infrastructures. Sa société, il y a une personne sur 2 qui est jetée sur les rues, réfugiée, déplacée, sans abri, éclopée, blessée, j'en passe et des meilleurs, sinon morte. Bon, et puis, il n'y a pas de guerre civile en Syrie, il y a une guerre étrangère, il y a une guerre entre la Syrie telle qu'elle existe, son gouvernement, ses institutions, son armée, son président, et puis, disons, des forces étrangères qui sont aidées par des éléments locaux. Parce que localement, il reste effectivement les restants de l'armée libre syrienne, qui sont des déserteurs ou des transfuges de l'armée, mais c'est pas très honorable de trahir son pays, finalement. Et puis deuxièmement, ils ont disparu, ils sont intégrés aux groupes extrémistes, djihadistes et terroristes qui sont de plus en plus submergés par les combattants étrangers, qui sont même plus des Syriens, mais des fois de toute nationalité arabe, mais encore plus, et de plus en plus sous l'influence turque, ou bien par désir de revanche contre la Russie, des Tchétchènes, des Turkmènes, des Ouzbeks, des gens de l'Asie centrale ex-soviétique, et puis aussi même des Ouïghours qui ont des vérités séparatistes en Chine. On a dans la zone contrôlée par Daesh, on en parlera plus tard, ça c'est le dernier phénomène, je l'aborde à la fin, je parle de la naissance de Daesh, qui est le produit de l'invasion américaine, et non pas un produit du terrorisme purement et simplement, c'est un produit de l'invasion américaine de l'Irak, de l'emprisonnement évidemment de tous les dirigeants des insurrections et contre-insurrections islamistes anti-américaines dans une même prison, et de leur cohabitation en prison avec les gens du Bas irakien, qui après le démantèlement de l'État bassiste syrien, ont été mis dans les mêmes prisons. Ils ont sympathisé comme on le fait à Fresnes ou à la Santé. Bon. Et donc ça va donner les cadres de Daesh, on dit que les cadres du Bas formaient une bonne partie de l'encadrement militaire de Daesh en Irak et en Syrie. Bon. Alors, donc Daesh a des soutiens, la Turquie bien évidemment, et puis je ne vais pas rentrer, on pourra en reparler plus tard, mais j'en parle dans le livre, mais on est encore qu'en 2014, Daesh est encore quand même de création relativement récente, où on peut déjà prévoir ce qu'il va faire en Irak et en Syrie. Le Daesh donc est lié organiquement et historiquement à Al-Nosra, Al-Nosra étant la branche syrienne de Al-Qaïda, donc entre Daesh, Al-Nosra, Al-Qaïda, il y a une parenté, et cette parenté c'est avec l'Arabie Saoudite, avec le Pakistan et avec les États-Unis. Ça vient, l'origine remonte donc à la guerre d'Afghanistan contre les Soviétiques.
Alors voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Alors effectivement, actuellement, donc, il y a ce qui se passe en Syrie, il y a tout le bilan, j'en parle longuement. La guerre, finalement, la phase très courte de contestation, s'il y en a une de contestation pacifique, moi je ne suis pas très sûr, on dit que dès les premières manifestations, il y avait déjà des gens armés qui tiraient à droite, à gauche pour allumer l'incitation. Mais ça va apparaître dans des zones adossées aux frontières selon le modèle libyen, adossées à la frontière jordanienne, à Dera, adossées à la frontière turque, ou bien adossées, disons, à la frontière irakienne, toujours, ou adossées à la frontière libanaise, toujours des zones marginales, suivant le modèle libyen, le modèle de Benghazi, par exemple. Hein. Ensuite, il y a une prise en main rapide par les extrémistes religieux, notamment les frères musulmans, qui en Syrie ont une tradition de violence qui n'est pas surfaite, je crois. Hein. Et puis, il y a une phase de l'opposition armée, il va y avoir une armée libre syrienne, donc on a beaucoup entendu parler, qui est soutenue d'emblée par l'Occident et ouvertement, voire armée par des pays comme la France, la Grande-Bretagne, soutenue par les États-Unis, par la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc. Et cette armée libre syrienne va être très vite noyautée par les frères musulmans et devenir une armée potentiellement de djihad. Il y a un passage à l'action terroriste dès juillet 2012 avec un immense attentat, un grand attentat à Damas qui décime l'appareil sécuritaire syrien, mais sans effet subalterne, disons, sans effet collatéral vraiment. Et puis il y a un appel au djihad très vite qui va suivre à partir de l'automne 2012, l'appel au djihad et à la guerre sainte. Pour ceux qui connaissent la Syrie, pour les Syriens, c'est un appel surréaliste et personne ne pense même qu'avec un appel au djihad, la Syrie va devenir ce qu'elle est devenue maintenant, c'est-à-dire un pays où règne qui est le royaume du djihad sur terre. Personne ne peut le croire, c'est ce qui s'appelle être rattrapé par l'histoire et être dépassé par l'histoire finalement. L'histoire qui dérape un petit peu. Alors donc, l'appel au djihad va être suivi d'un afflux des combattants étrangers qui vont s'organiser en groupes armés et qui vont submerger littéralement l'armée libre syrienne. Et puis il y aura ensuite des regroupements autour du front Al-Nosra, donc Al-Qaïda, Daesh, et tous ces groupes finalement qui sont mouvants, où les gens vont et viennent, mais en fait ce sont les mêmes gens, hein, avec un encadrement étranger, une présence étrangère, peut-être même de services de sécurité étrangers. Quand on voit les gens de Daesh qui sont toujours masqués, on peut se demander qui est derrière les masques quelquefois. D'avancer à la prussienne comme ça et de rentrer sans combat avec des fils de voitures et de drapeaux, etc. Ça fait très Nuremberg, hein, si on veut, hein, et de mon parade de ce que je pense. Et donc finalement, bon, voilà. Alors, l'action de ces groupes armés, et on a déjà parlé de la collusion donc, entre l'Occident et les terroristes, et bon, ça va être ouvert sans complexe. Hein. Monsieur Fabius, notre ministre des Affaires étrangères, dira les gars du Jebhat el-Nosra, qui est de Al-Qaïda en Syrie, font du bon boulot. Alors après, évidemment, bon, et ils vont servir finalement même d'atout contre Daesh, et ça va entraîner les errements que l'on sait. Alors, dans le livre, j'aborde tout ceci donc jusqu'à le mois de septembre 2014, je crois qu'en prenant tous les pays, en montrant qu'Israël est omniprésent, la cause palestinienne est un peu la cause obligée, je remonte aux racines historiques, aux stratégies, aux techniques de l'OTAN, de l'Occident, pour démanteler, déconstruire le monde musulman, aux ambitions des takfiris, des salafis. Je fais une histoire rapide de l'islam et de ses mouvements divers. Les origines de la notion de djihad, le grand et le petit, etc. Bon, enfin, vous verrez, je vais vous laisser comme des raisons de lire ce livre. Si je vous dis tout, vous aurez envie de l'acheter. Et donc, alors, ce que l'actualité présente confirme, au fond, c'est la conclusion de mon livre. Il y aura 2 épisodes à la fin. Il y en a un qui est décrit bien assez en détail dans la conclusion, chapitre 14 du livre. C'est l'épisode de 2013 à propos, donc, la technique globale des insurgés, je dirais des rebelles, puis des terroristes et des djihadistes, contre le régime syrien et le massacreur Bachar el-Assad, ou l'impie Bachar el-Assad, va être la technique du faux drapeau, qui consiste à attribuer ce que l'on fait, ses propres méfaits, les crimes, les massacres, les destructions de masse, les attentats, les voitures piégées, tutti quanti, de les attribuer au régime. Ça va trouver un très très bon écho en Occident, chez les intellectuels, les gourous, les médias, les hommes politiques, avec une loi de l'omerta qui est implacable, qu'on voit à l'œuvre jusqu'hier au Sénat par exemple, toujours jusqu'à maintenant. Et donc ça va être tout le bilan, au fond, tous les morts, les victimes, tout ce qui est cassé, détruit. La destruction de la Syrie est mise au compte du régime syrien. On attribue même à Bachar el-Assad d'être le parrain de Daesh. C'est complètement surréaliste, mais c'est comme ça. Et plus le mensonge est gros, plus il réussit. Alors, donc, en 2013, on attribue ainsi une attaque à l'arme chimique sur la Ghouta, à Damas.
Et finalement, on l'attribue au gouvernement, bien sûr. Ceci au moment même où vient une mission des Nations Unies d'inspection sur plainte du gouvernement, pas à la demande du gouvernement syrien. C'est complètement loufoque, mais ça va prendre. Les Occidentaux vont relayer ça, et les Américains vont dire Bachar a franchi la ligne rouge, et il va y avoir des frappes punitives, parce que l'Occident s'adresse à tous ces pays voyous comme si c'était un maître fouettard qui s'adresse à des élèves chahuteurs, indisciplinés et criminels quand même, et donc sur un ton de maître fouettard, de maître de l'humanité, littéralement. Donc, au fond, sur un ton je dirais, ça fait un peu voyoucratie, comme je dis, hein. Les États voyous, c'est peut-être pas ce qu'on pense. Alors, voilà, vous avez, il va y avoir, donc la tension est très très forte, la Syrie, tout le monde, beaucoup de monde, que je penserais ici, notamment ici, mais peut-être ailleurs, pense que la Syrie va être bombardée. On n'est pas très très nombreux à croire que ça n'arrivera pas, parce qu'il y a la Russie et la Chine, etc., et parce qu'il y a l'Iran, parce qu'il y a le Hezbollah, parce qu'il y a toute une alliance, et que la Syrie n'est pas isolée, et puis que c'est pas vrai surtout, que les accusations sont du mensonge. C'est un mensonge énorme globalement, et l'arme chimique c'en est un. Alors, il y a le premier coup de génie de Poutine et de Lavrov qui va proposer un deal à Obama qui s'est trop avancé. Obama veut bombarder, mais seulement il va être refroidi, Obama, par deux choses. D'une part, une menace d'impeachment des sénateurs, où on l'accuse d'outrepasser ses pouvoirs et d'engager les États-Unis, disons, en outre mesure, sans demander l'avis du Congrès. Et puis deuxièmement, et surtout peut-être, il y aura une tentative de tester les défenses syriennes, c'est-à-dire de balancer 2 missiles sur les défenses syriennes et les défenses sur la Syrie à partir de la côte d'un porte-avions, je ne sais plus trop, en Méditerranée, et disons ayant oublié, ignoré qu'il y avait des forces, la marine soviétique et la marine chinoise qui stationnent, disons, au large également, qui font face, et que les défenses aériennes syriennes ne sont pas nulles du tout, elles sont bien armées, et les deux fusées vont être détruites. Une va être détruite en vol et l'autre détournée. Et je crois que ça refroidira beaucoup les pulsions, encore une fois guerrières, d'Obama, le prix Nobel de la paix. Alors, voilà, il y aura un accord qui va être signé entre la Russie et les États-Unis. Obama doit une fière chandelle à Poutine, déjà en septembre 2013. On a l'impression que non seulement il ne va pas lui en être reconnaissant, peut-être sur le moment, mais très vite il va lui en vouloir. C'est toujours déplaisant de devoir trop à quelqu'un, et qu'il va se venger, et qu'il va essayer de recommencer, de prendre la Russie au dépourvu, disons, cette année, maintenant. Alors, globalement, ça sera le deuxième. Le premier est détaillé dans le livre, hein, l'affrontement entre la Russie, la Chine, les BRICS et puis l'Occident, les États-Unis et la Russie. L'accord qui est sur l'arme chimique syrienne, et puis les conséquences, c'est-à-dire que les États-Unis renoncent à utiliser l'option militaire contre la Syrie et renoncent finalement à faire des sanctions, à bombarder la Syrie, pas seulement sur le moment, mais pour plus tard. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est comme ça. Et donc à ce moment-là, on dit, moi j'écris que ça marque que l'ordre du monde, définitivement, a changé. Les États-Unis ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent, l'ordre du monde a changé. Que c'est pas à 100%, que ça n'est pas dans tous les domaines, qu'il y a des retours de bâton, il y a des retours en arrière, et effectivement, de péripétie en péripétie, on vous dira, vous dites ça, mais c'est pas si changé que ça, les États-Unis font ce qu'ils veulent. Non, on voit bien à l'heure actuelle ce qui se passe, comme la coalition américaine contre Daesh, la coalition farfelue et un peu bidon, je dirais, hein, qui tire sur une mobilette un jour, sur une demi-voiture le lendemain, le tiers d'un djihadiste sur le lendemain, bon, et finalement qui n'a aucun résultat après plus d'1 an, avec des milliers de raids aériens et sans doute des milliers de tonnes de bombes qui ont été déversées. C'est pas sérieux. On voit les Russes interviennent et ça renverse la donne stratégique et militaire. Alors je n'entrerai pas dans les détails, mais l'ordre du monde, il est bel et bien changé, et c'est ça que l'on peut déduire, et que c'est pas du baratin, une histoire de causer ou d'écrire, que l'ordre du monde, entre les BRICS, entre notamment la Russie et la Chine, et l'Occident a changé. Les États-Unis le savent bien, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent. Même ceux qui pensent que les États-Unis sont toujours la première puissance du monde, je ne suis pas très sûr d'ailleurs, que c'est pas vrai pour longtemps. La puissance économique, ça n'est plus vrai. La Chine est passée au numéro 1 depuis le mois de décembre-janvier. Au point de vue militaire, on dit que la Russie a largement la parité, notamment dans le domaine nucléaire, avec les États-Unis, si ce n'est pas la suprématie, ce qui fait réfléchir globalement, y compris les États-Unis et leurs alliés. Voilà, donc c'est ce que l'actualité présente confirme.
Donc l'ordre du monde est plus qu'il est, que la situation elle a changé à partir de la Syrie et de cette offensive de déstabilisation contre le monde arabe et le monde arabo-musulman qui, je le répétons-le, depuis 2010 a touché tous les pays. Le Maroc, l'Algérie, et c'était pas la guerre civile des années 90, mais le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, l'Arabie, même la Syrie, la Libye, l'Irak, l'Afghanistan et ainsi de suite, le Yémen, mais globalement aussi on verra que pour que des pays même les plus imprévus, on dira oui mais ça prend pas en compte par exemple l'Égypte. Si l'Égypte de Moubarak a été en 2007, il y a une déclaration, je finirai par là, une déclaration du directeur de la CIA de l'époque devant un auditoire attentif et instruit et documenté, comme quoi nous allons déstabiliser, c'est une des énièmes listes de déstabilisation, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran, le Pakistan, je ne sais pas trop quoi, et puis l'Égypte de Moubarak, elle apparaît comme ça, alors ça surprend un peu tout le monde parce que Moubarak en 2007 est encore un des grands amis de l'Amérique, mais l'Amérique ne fera pas un geste et va contribuer à le dégommer finalement par cyber-résistants interposés. Et eux aussi, il dit quand on aura déstabilisé tous ces pays-là, on passera à l'Arabie Saoudite. Ça sera son tour. Et dans tous ces cas, nous utiliserons des islamistes et des mouvements islamistes. Nous allons fabriquer aux Arabes et aux musulmans un islam à leur façon, un islam qui va leur plaire. Et nous allons utiliser ça pour déstabiliser tous ces pays et ces régimes. Voilà ce qui est. Et donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que j'étais beaucoup trop long. Merci beaucoup. Mais je pense que... Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci pour cet excellent panorama. Et c'est une parole d'un diplomate donc, qui n'est plus tenu au devoir de réserve. Très bien. Et c'est tout à fait judicieux d'être parti effectivement du Soudan, car c'est bien de là que c'est parti, en réalité. Et je pense que comme vous avez été ambassadeur au Soudan, vous allez en parler plus longuement tout à l'heure, car effectivement, c'est depuis 1956 que Israël a mis les pieds au Soudan, et pas par hasard, parce que le Soudan, c'est l'origine du Nil, et c'est parce que ça va contrôler immédiatement l'Égypte de Nasser, et ultérieurement l'Égypte qui était quand même le pôle d'opposition et le front d'opposition résolu vis-à-vis d'Israël, et c'est pas par hasard que c'est venu là. Donc la partition du Soudan en deux, qui a résulté donc en 2011, est un travail d'extrêmement longue haleine, et nous voyons là le travail du sionisme à l'œuvre, et qui effectivement qui a été mis en place depuis extrêmement longtemps. Et pour le Soudan, c'est pas encore terminé, parce qu'il y a encore l'histoire du Darfour. Le Darfour n'est pas encore terminé. Mais juste une précision, tout de même, concernant septembre 2013, lorsqu'il y a eu cette histoire effectivement de missiles anti-missiles qui était parti à partir des missiles étaient partis de Sicile, et il semble bien que c'était la défense anti-missile russe qui est intervenue pour stopper net cette espèce de volonté mais complètement délirante de la part de Hollande, qui lui était prêt à faire envoyer cette aviation française en Syrie. Il y avait le deuxième point tout de même qui me paraissait pas inintéressant, c'était le Parlement britannique. Le Parlement britannique qui avait dit non à l'invasion, aux frappes aériennes sur la Syrie. Ça, c'est quelque chose d'assez remarquable. Et donc, on voit en filigrane l'évolution qui va amener jusqu'à l'actuel Corbyn, et peut-être éventuellement, je ne sais pas, mais un point d'interrogation reste posé, parce que malgré tout, le peuple britannique, avec son Blair, là, qui était un menteur éhonté, qui a manipulé, falsifié les données, etc., pour justifier l'invasion de l'Irak, le peuple britannique, il n'en peut plus de tout ça. J'ai l'impression que là, il a exprimé quelque chose. Ouais, si vous plaît, juste deux précisions brèves. Pour l'histoire des deux missiles, parce qu'il y a différentes versions, effectivement. Certains disent la défense russe, puis d'autres la défense syrienne. En fait, je me demande si c'était pas une défense un peu mixte à l'époque, je sais pas. Oui, moi je crois, enfin, mais je sais pas, il y a plusieurs versions. Pour le Soudan, vous avez tout à fait raison, j'en ai parlé, je l'ai évoqué sur mon passage. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Soudan en tous ses états en 2012, où j'évoque la partition et je dis que c'est un triomphe de la diplomatie américaine. Et publié chez Cartala. Oui, chez Cartala. Alors, j'en reparle dans ce livre, que c'est que comme vous dites, l'un des premiers exemples de déstabilisation, la partition en 2011, et finalement la volonté de détruire avec l'aide d'Israël le plus grand État arabe et africain. Finalement, c'était le plus vaste et le plus riche. Et puis les confins du monde arabe, là où il y avait des points de fragilité, comme la Mauritanie, l'Irak, avec des minorités ethniques, notamment ou religieuses. La partition et la guerre interminable. Parce qu'au Sud-Soudan, la guerre est interminable. C'est terrible. Il y a eu 1 million de morts et des millions de réfugiés. On va laisser la parole peut-être à M. Brudrevski, qui étant spécialiste, donc, je rappelle,
enseignant à l'INALCO et qui est spécialiste de tout ce qui est à l'est de l'Allemagne, donc de l'Europe dite centrale et orientale, va nous donner son point de vue à partir peut-être de la Russie et de cet éveil, de cet éveil de ce qui s'est passé là, parce qu'effectivement le conflit qui existe actuellement en Ukraine a partie liée, bien entendu, avec ce qui se passe dans l'Orient arabe. Hein. C'est le mode d'encerclement de la Russie et son étouffement, de toute façon, parce qu'il y a eu l'Ukraine récemment, mais il y a eu la Géorgie, le Kyrgyzstan, etc., etc. Et pas seulement. Je sais pas, monsieur Renaud. Je rajouterai un peu à ce qui a été dit, mais pas trop, parce que finalement la vision géopolitique du Grand Moyen-Orient, c'est finalement la vision géopolitique du monde entier, parce que c'est le lieu où les contradictions du monde s'affrontent, mais ce sont des contradictions qui sont planétaires, qui ne sont pas limitées au monde musulman, et je dirais même malheureusement, le monde musulman n'est qu'un instrument et non pas un acteur. Le jour où le monde musulman deviendra un acteur, à ce moment-là, ce sera autre chose, on aura des peuples libres et autonomes dans leur choix. Alors justement, le lien entre les deux est évident, il faut reconnaître aux Américains une chose, et c'est les adversaires des Américains, tout au moins au niveau des mouvements politiques qui ont des lacunes, c'est que les Américains ont un avantage, c'est qu'ils disent les choses. Et qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher dans les soupassements de la cave du Pentagone, etc. On trouve tout. Il y a un an, le rédacteur en chef de Stratfor, la revue qui est la revue officieuse de la CIA aux États-Unis, était à Moscou. Ça arrive aux gens de la CIA de voyager à Moscou. Et donc à Moscou, il a fait un discours dans lequel il a dit clairement les choses, donc quelqu'un qui est quand même lié à la CIA, il a dit « L'Ukraine, c'est notre réponse à l'action que nous n'avons pas réussi à avoir en Syrie. » C'est clair. Il le dit. On n'a pas besoin d'aller chercher des complots, c'est dit. C'est pas un complot puisque c'est public. Le problème, c'est qu'en général, on ne va pas les chercher. Et donc, on ne va pas chercher l'information qui est là, qui est là. Hein, évidemment, on ne va pas nous donner ça aux 20 heures, on ne va pas nous donner ça dans Le Monde ou dans Libération, parce que ce sont des journaux qui sont faits pour nous abrutir, des médias qui sont faits pour nous abrutir, mais nous avons les moyens de chercher des choses. Stratfor, c'est le journal de la CIA, c'est quasi officiel, et c'est écrit dessus, noir sur blanc, les actions l'Euromaïdan et la réponse des États-Unis à son échec en Syrie. Voilà. Et c'est évidemment tout à fait logique parce que le Moyen-Orient, pourquoi il occupe cette place, ben, mon prédécesseur vient de le dire, mais tout ça c'est parce qu'il y a un grand arc qui commence dans l'océan Arctique, qui passe par le Moyen-Orient et qui va jusqu'en mer de Chine. Donc vous avez évidemment le chapelet de tensions dont on est conscient au Moyen-Orient, Syrie, Irak, Libye, Yémen, et puis peut-être ailleurs, hein, un de ces jours. Mais vous devez savoir évidemment qu'on a aussi des tensions très fortes, même si elles sont moins spectaculaires en mer de Chine, entre la Chine et les alliés des États-Unis dans cette partie du monde. Et si vous remontez au nord, ben vous avez la Géorgie, vous avez l'Ukraine, peut-être que vous aurez bientôt la Biélorussie, parce que c'est aussi un État voisin, bien sûr. Le niveau de vie est trop élevé en Biélorussie, il est le double de l'Ukraine, donc ça ne pourra pas durer longtemps. Il faudra bien faire une révolution colorée là-bas aussi. Il y aura toujours un bon dictateur à trouver, vous en faites pas. Donc de toute façon, ce système-là, il existe, il faut bien être conscient de cela. Deuxième point qui me semble quand même essentiel, et là c'est très important parce que ça fait le lien entre l'Europe de l'Est au sens large du terme et le Moyen-Orient, c'est les fameuses révolutions colorées. Nous avons des documents, nous avons des livres, nous avons toutes les informations, c'est pas secret, il suffit d'aller sur les sites des grandes fondations américaines ou des fondations allemandes pour voir où ils dépensent leur argent, comment ils ont dépensé leur argent, qui a reçu l'argent, qui a reçu les stages de formation. Et là, on voit bien que le point nodal alors, je ne dis pas des révolutions arabes ou en Europe de l'Est, je vais expliquer pourquoi, mais le point nodal des manipulations des mouvements populaires dans ces pays-là se fait par le biais de Belgrade et d'une association qui s'appelle Otpor et qui a pignon sur rue et qui a formé les cadres de la cyber-révolution, si je peux dire, arabe, comme ceux des révolutions colorées de Géorgie, de Kyrgyzstan, d'Ukraine. Ils ont tenté les choses aussi en Biélorussie, ça a raté. Ils ont tenté en Iran, ça a raté. Toutes les révolutions colorées ne réussissent pas toujours.
En Syrie, d'ailleurs, ça a raté aussi, d'une certaine façon. Mais les tentatives, on les a eues dans plusieurs pays. Et alors, quelle est la stratégie de ces groupes? La stratégie de ces groupes, c'est éventuellement, évidemment, de viser un certain nombre de pays. Alors, les pays qu'on ne veut pas viser, quand il y a des mouvements populaires, on n'en parle pas. Vous ne savez pas, évidemment, qu'il y a, je pense, 1 an et demi, Monica qui est dans la salle me corrigera, je pense que c'est il y a 1 an et demi, la moitié de la Bulgarie était dans la rue. Mais personne n'en parle. Là, il ne faut pas qu'il y ait de révolution parce que la Bulgarie est un élève modèle de l'OTAN. Donc il n'y a pas de révolution en Bulgarie, même si la moitié du pays est dans la rue. La moitié du pays est dans la rue. La Bulgarie, c'était la moitié du pays qui était dans la rue. Donc il y a des pays où le peuple est dans la rue, mais on n'en parle pas. Et il y a des pays où il y a 5 personnes dans la rue, et avant qu'en gros plan, ça fait une révolution. Hein? Parce que finalement, rappelez-vous, à Benghazi, on ne nous a rien montré. Comment ça se fait? À la place Tahrir, quand comme Moubarak coupait la télévision, on avait les satellites qui permettaient de voir la place Tahrir en dépit de Moubarak, mais à Benghazi, on n'a rien vu. Les satellites, tout d'un coup, ne fonctionnaient plus pour Benghazi, parce qu'il y avait trop peu de monde. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y avait peut-être 200-300 personnes à Benghazi. Ça ne fait pas révolution populaire. C'est pas Tahrir. Et c'était tourné dans les studios de Al Jazeera. Voilà, donc de toute façon, on n'a pas montré ces révolutions, parce qu'on n'avait pas. Hein? Donc, à Sofia, quand il y avait toute la ville de Sofia qui était dans la rue, là, on n'a pas montré non plus. Parce que là, il ne fallait pas la montrer parce que c'était un bon élève de l'OTAN. Hein? Donc, ça, c'est un premier point. Et ce qui est très important, c'est de voir que ces cyberactivistes, et ça, c'est encore écrit, ils le disent eux-mêmes, il n'y a pas de secret, il faut aller chercher des sources et on les trouve. Ils le disent eux-mêmes, ce sont des mouvements populaires, notre tâche est de faire en sorte qu'ils ne dévient pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne dévient pas? Ça veut dire par exemple, tout le monde sait que le monde arabe, historiquement, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, la blessure centrale du monde arabe, c'est la Palestine. Hein? Donc, de quoi s'agissait-il? Pourquoi à Tahrir, on n'a rien vu sur la Palestine? Parce que les cyberactivistes faisaient en sorte de dévier les slogans. Dès qu'il y avait un drapeau palestinien, dès qu'il y avait quelque chose qui rappelait la Palestine, les télévisions ne le montraient pas. Hein? Et les cyberactivistes étaient actifs pour qu'on ne parle pas de Palestine, place Tahrir, ou dans d'autres révolutions. De même, dans les pays de l'Est, il s'agit, quand il y a des gens dans la rue, il s'agit, parce que dans les pays de l'Est, quoi qu'on pense des grosses erreurs et des gros défauts de ce qu'ont été les régimes socialistes avant 89, avant 91, et il y a de quoi critiquer ces régimes, bien sûr, il n'en reste pas moins, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, que la majorité des peuples de l'Est est nostalgique de ces régimes. Non pas parce qu'ils étaient des régimes idéaux, mais parce que depuis, c'est l'enfer. Donc, en comparaison, évidemment, c'est beaucoup mieux avant. Le niveau de vie, l'égalité sociale, etc. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi la Biélorussie n'est pas tombée quand les Américains ont voulu faire une révolution colorée en Biélorussie, parce que la Biélorussie, c'est le seul pays qui a gardé un minimum d'égalité sociale. C'est pas un paradis sur Terre, mais il y a un minimum d'égalité sociale et il n'y a pas de chômage. Donc là, la révolution colorée ne pouvait pas fonctionner. En Ukraine, elle pouvait fonctionner parce que le pays s'est effondré. Et donc, il s'agissait, mais dans les pays arabes, il s'agit de la même chose, de ne pas permettre que lors des mouvements populaires, on se rappelle qu'il y a pu avoir des régimes qui étaient quelque part moins mauvais que les régimes actuels. Par certains aspects au moins. Parce que si on se repose la question, par exemple dans les pays de l'Est, il faut avoir en tête qu'on a eu d'énormes mouvements populaires avant 89, avant 91 dans les pays de l'Est. Par exemple, Solidarność en Pologne, par exemple, les grandes grèves et les syndicats en Union soviétique des années 80, oui. Tous ces mouvements avaient comme objectif de corriger les défauts du régime, mais pas de le renverser. On a eu de fait un coup d'État. Hein, je rappellerai quand même qu'en mars 1991, il y a eu un référendum en Union soviétique qui a donné 71% des voix pour le maintien et la transformation de l'Union soviétique. Non pas pour la fin de l'Union soviétique, mais pour la transformation de l'Union soviétique et son maintien. 71% des voix, c'est quand même pas mal dans une démocratie. Il n'y a quand même pas beaucoup de régimes qui peuvent avoir 30% d'opposants et 70% d'appui.
Or, qu'est-ce qui est arrivé quelques mois après? Vous avez eu le putsch, le contre-putsch, toute une opération à Moscou, et c'était terminé. Et c'était pas suffisant d'ailleurs, puisque 2 ans plus tard, il a fallu que, entre guillemets, le démocrate Yeltsin, appuyé par les États-Unis, bombarde littéralement le Parlement et tue les députés pour, au nom de la démocratie bien sûr, pour éliminer radicalement tout ce qui tenait encore dans ce pays. Alors malheureusement, évidemment, quand même, pour les Américains, c'est qu'il s'est avéré qu'en Russie, le corps social n'était pas tout à fait mort, et que après l'hécatombe yeltsinienne, parce que c'est une hécatombe, il faut quand même bien penser que, ça vous le dira en général pas, qu'après 91, le taux de mortalité, l'âge de la mortalité en Russie a baissé de 10 ans. Les Russes mouraient 10 ans plus tôt qu'à les périodes soviétiques. Comme régression, c'est une régression de temps de guerre. Donc vous pouvez comprendre évidemment que ce pays était totalement exsangue, et je dis pas, il y a eu un ressort. Ce ressort, évidemment, il a un nom, ça s'appelle Poutine. Poutine a été assez intelligent. La question n'est pas de savoir s'il est bon ou mauvais. Patriote. La question est de prendre conscience que quelqu'un comme Poutine a été assez intelligent pour saisir que s'il voulait renforcer le pouvoir d'État, il fallait qu'il aille au-devant de ses revendications populaires, c'est-à-dire qu'il redonne à la Russie le sens de son honneur. Sa peuple a envie d'être fier de son pays, ça c'est une première chose. La Russie était, moi j'ai connu la Russie dans les années 90, ce qu'on entendait partout c'était l'humiliation. Et l'humiliation de devoir payer dans son propre pays en dollars. Ça c'est quelque chose que les Russes ne pouvaient pas supporter. De ne pas pouvoir avoir sa monnaie nationale dans laquelle, comme il disait, on est prêt à manger de l'herbe, mais on veut l'acheter en roubles et pas en dollars. Donc évidemment, Poutine, il a fonctionné là-dessus. Et je dirais, son intelligence, c'est ça. Alors on voit, là, il y a des liens. Et les BRICS, c'est quoi? Les BRICS, en fait, s'ils existent aujourd'hui, c'est grâce aux États-Unis. Si les États-Unis, parce que c'est des régimes très différents, si vous regardez la Russie, le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, rien au départ ne les aurait unis, si ce n'est qu'ils ont tous été humiliés, marginalisés par la grande puissance d'outre-Atlantique à partir de 1991. Donc évidemment, tous les pays qui ont intérêt à ce qu'on appelle la multipolarité se sont retrouvés. Ils n'ont a priori aucun lien particulier entre eux, si ce n'est l'envie de survivre en tant qu'entité autonome, en tant qu'entité indépendante, en tant qu'entité souveraine. Souveraine, voilà, souveraine, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, c'est exactement ça. Alors, dans cette action de la Russie, sans idéaliser la Russie, mais dans cette action de la Russie, avec la Chine, parce qu'il faut toujours penser que les deux fonctionnent ensemble, j'aurais tendance à dire d'ailleurs que la Chine se met en retrait pour des raisons de développement économique, mais qu'elle se sert d'une certaine façon, avec l'accord de la Russie comme son bouclier, son glaive, selon le besoin du moment. C'est un jeu de deux puissances qui se complètent en quelque sorte. Alors il y a évidemment un grand handicap pour les pays du BRICS, et je pense qu'ils en sont très conscients, et ça je pense que c'est absolument fondamental, c'est que vous n'avez peut-être pas remarqué que la dernière réunion du BRICS a eu lieu dans une ville qui s'appelle Oufa. Alors Oufa, c'est la capitale d'une république russe qui s'appelle le Bashkortostan, qui est une république musulmane. Et ça, je pense que ça n'est absolument pas un signe du hasard. Quand on connaît les Russes, quand on connaît la diplomatie, on ne choisit pas les choses par hasard. Ils auraient pu très bien réunir les gens à Moscou, ils ont réuni ça à Oufa. Et d'autant plus important que c'est à Oufa, donc dans une capitale musulmane de Russie, qu'on a invité le président du Pakistan, pour qui va rejoindre le groupe de l'organisation de Shanghai. Or, le Pakistan, c'est évidemment quelque chose qui est symboliquement, historiquement, je dirais même identitairement pour les musulmans très important.
C'est-à-dire qu'on voit bien que les pays du BRICS sont conscients du fait qu'il leur manque un allié musulman à leur taille. Parce que le monde musulman est totalement morcelé. Alors évidemment, ils ont l'alliance iranienne, mais comme l'Arabie Saoudite a joué sur la carte sunnite l'Iran comme allié musulman, c'est un peu gênant parce que c'est un pays chiite. La Russie a essayé de mettre de l'avant l'Indonésie. Et l'Indonésie, pour le moment, qui est le plus grand pays musulman, mais l'Indonésie, pour le moment, est encore trop liée au dollar et à l'économie américaine. Et donc, il y a des jeux, et en particulier, donc, on essaie d'attirer le Pakistan dans et on l'a vu au sommet de Oufa. Et ça, c'est quelque chose qui me semble très important. C'est-à-dire que la Russie joue, aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'elle joue avec 5 doigts. Je vais m'expliquer de quoi il s'agit, ces 5 doigts de la politique russe. C'est, bien entendu, la Russie d'après 91. D'abord, il faut que vous sachiez que dans la constitution russe, il y a 4 religions nationales. C'est-à-dire que la Russie a fait figurer les religions qu'elle considère comme faisant partie de son patrimoine culturel. Il ne s'agit pas d'être croyant ou pas, ça c'est une question évidemment individuelle. En revanche, la culture russe est basée sur 4 religions qui sont, dans la Constitution, le christianisme orthodoxe, l'islam, le judaïsme et le bouddhisme. C'est-à-dire les religions des 4 peuples fondateurs de la Russie, des 100 peuples qui appartiennent à une de ces 4 religions. Alors, ce qui est très important, c'est qu'évidemment, on a parlé de christianisme orthodoxe, pas de christianisme. On parle d'islam, mais on parle de christianisme orthodoxe. Hein. Ce qui évidemment, a un volet culturel. Et ça, je pense que c'est très important, parce que le jeu que mène la Russie, en particulier au Moyen-Orient, c'est d'apparaître de plus en plus comme la protectrice des chrétiens. Donc ça, et elle a pu d'autant plus le jouer que la France joue le rôle qu'elle joue. Alors évidemment, la Russie peut jouer ce rôle. Ça, c'est un premier point. Alors ce qui va avec, c'est aussi toute une offensive qu'il y a en Russie et en Chine contre ce qu'on appelle en Chine la pollution culturelle. Alors la pollution culturelle, qu'est-ce que c'est? C'est les mœurs dégénérées de l'Occident. Voilà. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est ce que on considère donc que la Russie ou la Chine défendent les valeurs historiques, les valeurs traditionnelles des cultures, des peuples qui ne veulent pas tomber dans le boboïsme post-68 art ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la deuxième religion de Russie, c'est l'islam. Et vous pouvez constater que dans la politique russe, on met de l'avant 3 républiques islamique, enfin musulmane, pardon, c'est le Tatarstan, le Bashkortostan, dont je vous parlais tout à l'heure, et la Tchétchénie de Kadyrov. Et là, il y a vraiment une stratégie ça n'est pas un hasard si aujourd'hui vous venez d'avoir l'inauguration de la grande mosquée de Moscou, qui ne sera pas qu'une mosquée, mais qui sera un centre culturel, une médersa, une université islamique. Il s'agit évidemment de faire en sorte qu'en Russie, les musulmans russes puissent servir de point de départ à une contre-offensive anti-wahhabite. Donc c'est le deuxième doigt de la Russie. La Russie joue l'islam dans sa stratégie. Troisième doigt, le judaïsme. Alors évidemment, vous savez que beaucoup de soviétiques, donc de Russes, ont immigré en Israël. Il y a à peu près 1 million de citoyens israéliens qui sont d'origine russe ou russophone, ce qui fait beaucoup, mais ils sont radicalement déçus de cette société israélienne, ce que les Israéliens d'ailleurs constatent pleinement, puisque si vous regardez la télévision israélienne, tout est sous-titré en russe, parce que le million de Russes d'origine n'apprend pas l'hébreu. Alors pourquoi est-ce que cette désaffection des Russes d'origine juive, c'est parce que quand ils arrivent en Israël, ils découvrent qu'on ne les reconnaît pas comme juifs, parce qu'ils n'ont pas été à l'école orthodoxe juive. Leur judaïsme est un judaïsme libéral. Ça veut dire que, par exemple, comme on le dit très souvent dans la presse russe en Israël, nous sommes suffisamment considérés comme Israéliens pour aller nous faire tuer quand il y a des guerres. En revanche, quand il faut nous enterrer, on ne nous enterre pas dans un cimetière juif. Donc cette découverte du sionisme réel, et non pas mythique,
explique évidemment pourquoi la Russie est en train de jouer la carte d'un judaïsme qui serait désionisé. Pourquoi est-ce qu'on a à Moscou tant de synagogues alors qu'il y a si peu de juifs? Il s'agit aussi d'essayer de montrer un autre judaïsme, un judaïsme qui ne soit pas ce judaïsme à la botte des États-Unis et je dirais un judaïsme hollywoodisé, comme le wahhabisme est aussi un islam hollywoodisé. Et puis à ça, évidemment, vous pouvez ajouter le bouddhisme, puisqu'il y a 2 républiques bouddhistes en Russie qui, d'une certaine façon, permettent de faire le lien avec un certain nombre de pays asiatiques. Et puis, n'oubliez pas que la Russie, même si le parti dominant en Russie, c'est le parti de Poutine, qui est un parti, je ne sais pas qu'on dirait, je ne sais pas comment le classer politiquement, enfin, j'ai envie de dire que c'est un parti gaulliste russe, c'est-à-dire grosso modo un parti traditionnaliste et entre guillemets de droite, mais droite au sens tradition, mais le deuxième parti de Russie, c'est le parti communiste. Le parti communiste de Russie fait 20-25% des voix. Et Poutine est en relation avec ce parti. Et ce parti permet à la Russie d'avoir ce 5e doigt, le doigt qui lui permet d'avoir des contacts dans la gauche mondiale. Donc évidemment, par rapport à la période soviétique, elle a perdu peut-être des territoires, mais elle a 5 atouts idéologiques, alors qu'à l'époque soviétique, elle n'en avait qu'un. Ce qui finalement est un atout potentiel. Et on voit bien que dans la façon dont Poutine traite des questions religieuses, des questions idéologiques, il ne tire pas un trait sur l'histoire du passé russe et soviétique. Il a un regard très critique sur beaucoup d'événements qui se sont passés, qui ont été très dramatiques dans l'histoire de la Russie ou de l'Union soviétique, ça c'est un premier point. Mais le deuxième point, c'est qu'il accepte cet héritage et qu'il considère que tout cet héritage, c'est-à-dire la Russie multinationale, la Russie multireligieuse, l'Union soviétique multiethnique et multinationale, fait partie du patrimoine de la culture russe. Et donc, là, à la différence du melting pot américain, qui est l'homogénéisation des cultures en ne laissant qu'un vernis national ou identitaire, comme on dit American way of life with an Islamic touch, with an Russian touch, etc. La vision russe, c'est l'authenticité des cultures qui doivent, dans une multipolarité, coopérer. L'authenticité des cultures, cela veut dire aussi le droit pour chaque région du monde et chaque peuple d'avoir ses propres systèmes politiques qui découlent de sa propre histoire. Ce qui est évidemment tout à fait contraire avec la stratégie du creuset américain. Les Américains aiment beaucoup jouer la compartimentation entre les peuples, les tribus, les religions, mais toutes doivent être vidées de leur contenu. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir en tête, vous avez tout à l'heure parlé de cette espèce de calvino-judaïsme, en fait il faut savoir que le néo-protestantisme cromwellien et post-cromwellien est bâti sur une chose qui est absolument fondamentale, enfin sur 2 choses qui sont fondamentales. La réhabilitation de l'usure, qui est interdite dans le christianisme. De l'usure riba en arabe. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est le salut individuel. Ce qui est tout à fait contraire. C'est-à-dire qu'on a le salut dans la religion néo-protestante uniquement par la foi individuelle, c'est-à-dire par le rituel. Donc c'est une religion de l'égoïsme et de l'individualisme. La grâce. La grâce est obtenue individuellement. Alors que, évidemment, dans toutes les religions monothéistes de base, c'est les œuvres qui sont fondamentales. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour l'ensemble de la création de l'humanité qui compte. C'est pas ce que moi je fais et qui plaît à Dieu. Et ça n'est évidemment pas... Et lié à ça, vous avez évidemment le concept du peuple élu. C'est-à-dire qu'il y a des peuples que Dieu aime et puis d'autres qu'il n'aime pas. On ne sait pas pourquoi, c'est un Dieu capricieux, il choisit ceux qu'il aime et puis il élimine les autres. Tout ça, c'est le néo-protestantisme. Alors que l'essence même du monothéisme, c'est exactement le contraire. Alors ensuite, la question qu'on soit croyant ou qu'on ne soit pas croyant, c'est autre chose. Mais qu'on soit croyant ou pas croyant, je dirais, l'idée du collectif, de la solidarité sociale, du lien social, est absolument fondamentale. L'opposition, c'est Madame Thatcher, there is no such thing like society.
Hein? Il n'y a rien d'autre que là, ça n'existe pas la société. Ça, c'est le néo-protestantisme grand moyen dans toute sa, si je peux dire, splendeur avec des guillemets. Et donc, bien entendu, objectivement, vous avez une alliance rationnelle qui doit se faire entre toutes les convictions, disons, de gauche, islamique, chrétienne, juive, non sioniste, bouddhiste, etc., etc. C'est toute la civilisation humaine s'est bâtie là-dessus. Toutes les civilisations humaines se sont bâties là-dessus. Et l'idéologie des cowboys, si je peux dire, c'est de détruire tout ça. Il ne faut pas penser que, par exemple, aujourd'hui, je terminerai là-dessus, on vous parle de Daesh qui détruit les monuments de Palmyre. Oui, c'est bien qu'on vous dise ça, mais on ne vous parle pas du musée de Bagdad de 2003. Hein? Premier point. Le deuxième point, vous savez, c'est très loin de ce que je viens de dire, et ça n'est pas loin du tout. Je viens d'apprendre cette semaine qu'au Japon, qui est un des grands alliés des États-Unis, le ministre vient de décider que l'année prochaine, toutes les facultés de sciences humaines seraient fermées, parce que ce sont des matières inutiles pour une société de marché. Eh bien, ça veut dire quoi, ça? C'est pas du Daesh, c'est du Daesh. Parce que détruire... C'est beaucoup arabe, c'est beaucoup arabe. Si on détruit un monument historique, on détruit un monument historique, mais si on détruit la culture et le patrimoine d'un peuple, la littérature, l'histoire, la philosophie, c'est du Daesh intellectuel. Et ça, c'est le ministre du Japon qui fait ça. Et personne n'en parle. Le Japon, quand même, l'allié premier des États-Unis, mais une des grandes puissances. Donc ça veut dire quoi? C'est une guerre contre la culture. Point. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup. Juste un petit contrepoint, si vous permettez, Monsieur Brzezinski. C'est d'autant plus vrai, cette histoire de Pakistan qui se rattacherait vraisemblablement aux BRICS, que on a vu que le Pakistan ne participe pas à la boucherie contre le Yémen. Bien sûr, oui, alors que le Pakistan, de tout temps, a servi d'armée de réserve pour les basses œuvres de l'OTAN et de l'Arabie Saoudite. Tout à fait. Effectivement. Bon, si vous avez des questions à poser. Et vous venez devant... Oui.